Souriez, nous sommes lundi et c'est la rentrée scolaire. Madame, Monsieur, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau baptisé On garde le contact. L'interactivité, c'est notre affaire. Vous pouvez intervenir ici par voie téléphonique au 22 42 54 lorsque vous êtes en Côte d'Ivoire et lorsque vous êtes à l'extérieur. Vous précéderez ce numéro du plus 225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire, mais aussi par Internet. Notre page officielle est la suivante, www.facebook.com/ On garde les contacts et c'est à partir de cette page-là que vous pouvez également poster vos messages concernant les sujets qui sont traités ici. Alors aujourd'hui, nous allons partir d'un constat fait par un grand penseur et un grand ingénieur africain du nom de Philippe Emeagwali. On le surnomme le Bill Gates africain parce qu'il est le père de l'Internet et CNN, pas mal de chaînes à dimension internationale lui reconnaissent ses mérites au point d'être coopté par la NASA et aussi par le FBI pour des travaux concernant la numérisation des données très importantes. Alors, il a affirmé ceci lors d'une interview. Le problème de l'Afrique réside dans le fait que les Africains consomment ce qu'ils ne produisent pas et produisent ce qu'ils ne consomment pas. Voilà. Est-ce que vous partagez cet avis, cette opinion de ces grands penseurs? Est-ce que vous croyez qu'en Afrique, on produit plus ce qu'on ne consomme pas et on consomme ce qu'on ne produit pas? Alors, vous aurez l'occasion en tout cas d'intervenir sur ce sujet. Alors, on va déjà vous présenter nos invités qui sont des sachants, qui sont avec nous. Généralement, ils sont du côté de l'Afrique. Je vais commencer par Ismaël Diop. Bonjour Ismaël. Bonjour Mohamed. Alors vous êtes le promoteur du festival des 18 montagnes, un festival qui s'approche à grands pas. Ouais. Alors ce qui vous donne une certaine aisance dans l'examen de tout ce qui touche à l'Afrique. Et la pensée a été lancée par Philippe Emeagwali que vous connaissez très bien. On en parlera tout de suite. Hein. Okay. En face de vous, nous avons notre africaniste. En tout cas, il est coincé. Hein. Je veux dire, pas coincé dans le mauvais sens. Ouais. Il y a la rouille. Hein? Lui, il ne bouge pas du tout. Il faut que l'Afrique soit considérée, l'Afrique soit bien vue. Il se nomme Seydina Cherif Ahmed, le président de l'Institut des civilisations noires. Bonjour Seydina. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et en face de vous, nous avons un compatriote qui vient des États-Unis d'Amérique, précisément de Philadelphie, au point que son nom rime avec cette localité. Ali de Phila, il est producteur et ça fait 15 ans qu'il est aux États-Unis et de très loin, il observe l'Afrique et ses productions. Il a son idée sur la question. Ali, bonjour. Bonjour Mohamed. Voilà, bienvenue en tout cas sur notre plateau. Et Patrick Ndiakan qui sert de courroie de transmission entre vous et nous ici sur ce plateau grâce à notre page officielle dont on va donner l'adresse tout de suite encore. www.facebook.com/on garde contact. On se fera le plaisir de recueillir vos impressions et de les poster devant vous, chers téléspectateurs. D'accord, voilà. 22 42 54 dans la seconde partie de l'émission, vous pourrez nous appeler, mais avant cela, est-ce que vous partagez l'opinion de Philippe Emeagwali qui dit par exemple que le problème de l'Afrique réside dans le fait que les Africains consomment ce qu'ils ne produisent pas et produisent plus ce qu'ils ne consomment pas? On va commencer par Ismaël Diop. Oui, on est parfaitement d'accord avec, où on produit peu ce qu'on consomme et on produit plus ce qu'on exporte. Et je vois même dans le classement mondial, les pays africains sont plutôt classés dans les produits qu'on ne consomme pas, en réalité, où on consomme peu. Ah, lesquels par exemple? Le café, le cacao, le coton, le tabac. Bon, le tabac nature. Par exemple, on ne fume pas des cigares, beaucoup en Afrique, mais des cigarettes, le tabac un peu avec des produits chimiques, on le consomme beaucoup. Mais le café, le chocolat, ça se consomme, non? Écoutez, on est premier producteur, troisième en café, mais ce n'est pas tout le monde qui boit un café le matin. C'est par choix ou quoi? C'est par choix, on choisit de ne pas prendre le petit déjeuner, le café au petit déjeuner ou quoi? Souvent, le retour des produits cultivés chez nous ici, les produits destinés à l'exportation, souvent le retour et les coûts ne sont pas abordables. Par exemple, quand on prend avec le cacao, le chocolat, c'est devenu un produit de luxe. Pourtant, les matières premières viennent de chez nous. D'accord. On s'oriente vers Seydina Cherif Ahmed. C'est un sujet qui vous intéresse, que vous traitez le problème des productions africaines. Est-ce que vous partagez l'opinion de Philippe Emeagwali qui dit qu'on produit ici ce qu'on ne consomme pas? Oui, je vais aller plus loin d'ailleurs, même en capital humain.
quand on voit d'autres diplômés qui viennent de d'autres universités, les entreprises ici ne les embauchent pas comme ça. Mais quand quelqu'un vient de l'extérieur avec son diplôme, vous voyez tout de suite que les entreprises courent derrière. Donc ça veut dire qu'on a formé des gens qu'on ne consomme pas en guillemets et des gens qui sont formés ailleurs que nous consommons. Donc ça rejoint aussi les produits, les matières premières. C'est pour dire même que même l'être humain africain qui est formé ici n'est pas consommé par l'Africain. Je veux dire, s'il produit des résultats, mais si on ne fait pas confiance à nos universités, il faut les fermer. Je pense que l'Africain doit se dire que si l'Afrique doit se développer, elle doit se développer elle-même. Donc si elle doit se développer elle-même, il faut que les Africains consomment local. Il faut que les Africains consomment local, que ce soit en capital humain ou que ce soit en matière première. Il faut que nous consommons ce que nous produisons, sinon on ne va jamais se développer. Parce que quand on consomme ce qui vient d'ailleurs, mais disons qu'on amène l'argent ailleurs. Et pourtant c'est l'argent qui développe. Quand on produit ce qu'on consomme ici, l'argent reste sur place et le producteur, il peut s'améliorer, il peut développer son entreprise. Quand il développe son entreprise, il embauche des gens. En ce moment, on ne parle plus de chômage. D'accord. Et ce qui est plus alarmant, c'est lorsque la matière première, la matrice, vient des terres et des sols d'Afrique. Alors, Ali Defila, voilà, vous avez le décor qui est planté devant vous. Vous êtes aux États-Unis. Est-ce que vous croyez vraiment que ce qu'on produit ici, le plus, n'est pas consommé ici? Merci Mohamed. En fait, ce que je peux ajouter, c'est parce qu'aujourd'hui, vu un peu la vie que nous vivons en Afrique est pratiquement différente de l'Occident. Et nous produisons certains produits ici qu'on ne consomme pas. C'est dû à quoi? C'est parce que, soit ça n'engage que moi, soit on n'a pas les moyens de développer cette matière-là, et soit on n'a pas tout ce qu'il faut pour nous en servir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On importe. Je prends un exemple très simple. Lorsque le cultivateur qui plante ses ignames dans un village, pas construire tous les ignames. Le but d'importer et de vendre et pouvoir utiliser l'argent pour d'autres choses. Donc je suppose que ce courant d'échange entre l'Afrique et l'Europe, à mon point de vue, je vois pas d'inconvénient sur cela. C'est pas alarmant. Ouais, c'est pas alarmant parce que c'est tout à fait important que de nos jours, on arrive à créer un courant d'échange entre l'Afrique et l'Occident. Parce qu'on peut créer le café cacao ici et consommer en petite quantité. Ça dépend de l'environnement parce que là-bas, il fait froid, il fait froid pendant 6 mois, ils consomment plus de café. Vous voyez, donc, quelque part, c'est un peu mon point de vue personnel. Voilà, mais là-bas, ce n'est pas de façon innocente que les choses se font. Il y a une certaine forme de protection des efforts, protection des fruits, des individualités. Est-ce que vous ne voyez pas une carence de ce genre-là ici, sous nos tropiques? Protéger les productions américaines, protéger l'agriculteur américain. Concrètement, ce que tu dis, je comprends, mais il me rappelle très bien que le président Obama avait annoncé un message sur l'échange entre l'Afrique et les États-Unis en matière de produits où il n'y avait pas de taxes dessus. C'est parce qu'il veut permettre aux Africains d'importer ce qu'ils ont en Occident. Donc si aujourd'hui, nous, Africains, on doit pratiquement faire pareil, on doit aussi s'asseoir et réfléchir, qu'est-ce qu'on peut exporter de là-bas sur notre territoire? Parce que si on doit se rester là, se focaliser sur ce sujet, et on doit développer tout ce que nous produisons ici, je pense que la vie va être un seul sens. Oui, on va finir par tourner en rond. Voilà. Et l'échange est très important. Exactement. Parce que je prends encore mon expérience sur ce que nous vivons là-bas. Aujourd'hui, nous avons quitté l'Afrique pour l'accident. Et à un certain moment... Ce que Seydina n'aime pas d'abord. Bon, je pense que déjà... non mais déjà c'est pas mauvais. Parce qu'on va apprendre. Et quand on va apprendre, on vient chez nous pour développer ce qu'on a appris. D'accord. Donc ça, du coup... rare de voir ça, hein. Justement, je me rappelle que... La preuve, il est là. Oui, bon. Je peux peux témoigner. C'est rare, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je peux témoigner parce que le président Alassane Ouattara, quand il allait aux États-Unis, en World of Faso, il a lancé un message. Et le président, il a vécu aux États-Unis. Et il s'est rendu compte que, tiens, c'est important que la jeunesse ivoirienne, en particulier en général africaine, fait un retour au pays pour mieux travailler pour le pays. Donc, si le président l'a dit, c'est parce que le président sait qu'il peut apporter, ces Africains peuvent apporter plus à l'Afrique. D'accord. Merci beaucoup. Seydina, ce n'est pas sans incidence aussi le fait quand même de mettre toutes les énergies dans des produits qui ne vont pas être, je vais dire, consommés ici, dont les retombées se feront voir difficilement. Ce n'est pas sans incidence sur le développement individuel et collectif. On ne se développera jamais si ça reste ainsi. C'est-à-dire qu'il faut exporter, parce qu'on ne peut pas
par exemple, produire du café ou bien du cacao, et puis exporter au moins 90% de ces produits-là. Il faut exporter peut-être 30%. Maintenant, si on doit exporter, il faut exporter en produit fini. Ouais. C'est ce qui peut permettre non seulement d'avoir un bon prix en exportant, hein, qui peut maintenant être profitable pour nos planteurs. Sinon, si on exporte brut, vous voyez que le planteur il va faire toute l'année et puis après, il se retrouve à 100 000 francs de bénéfices. D'accord, mais Ismaël, et l'argent, je veux dire, même pas pour la consommation, mais l'argent que ces cultures d'exportation amènent pourrait servir à quelque chose aussi, non? Malgré l'argent que ça amène, la famine ne quitte pas l'Afrique. C'est pourquoi j'aimerais que dans ce débat, il faudrait qu'on généralise. Il ne faudrait pas qu'on fasse une fixation sur la Côte d'Ivoire. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, il y avait la famine au Niger. Regarde par exemple chez nous ici, au lieu de se focaliser sur les produits de consommation directe, on met des hectares et des hectares à cultiver des produits comme le caoutchouc, je ne veux pas dire l'EVA, du caoutchouc, mais après les populations, comment ils se nourrissent. Avant, ce qu'il faut comprendre dans l'Afrique ancienne, c'est 15% de la production qui était pour la vente et le reste était pour la consommation annuelle. C'est pourquoi la famine n'existait pas dans les époques anciennes. Quand tu partais dans les greniers étaient toujours pleins toute l'année, sauf qu'ils utilisaient même les 15% pour faire des échanges avec d'autres produits comme le sel et d'autres choses pour ne pas que la famille s'installe. Ouais. Mais aujourd'hui, on vend 90% et on veut garder 10%, gérer ça pendant toute l'année. Ce n'est pas possible. Oui, comme additif, ce que mon frère a dit, c'est-à-dire que c'est le système, la politique coloniale qui demeure jusqu'à présent. Parce que le colonisateur avait fait de telle sorte que les produits vivriers, c'est-à-dire que les produits qui peuvent nous permettre de nous nourrir sur place, et ces produits étaient mis en arrière. Et puis maintenant, c'est les productions d'exportation qu'ils ont développées. Et nous, quand on a eu l'indépendance, au lieu peut-être de changer cette donne-là, ça n'a pas été le cas. On a continué comme ça. C'est pour ça qu'on parle des familles en Afrique. D'accord. Madame, messieurs, vous avez tout compris. On a pris notre temps, en tout cas un quart d'heure pour planter le décor pour vous. Nos intervenants sont là. Ali Defila, qui est producteur. Ismaël Diop, il est promoteur de festivals ici en Côte d'Ivoire. Et Seydina Chérif Ahmed, il est le président fondateur de l'Institut des civilisations noires. 22 42 54, ça sera dans une poignée de minutes. Et aussi, vous pouvez toujours intervenir en ligne. Hein. Patrick a déjà beaucoup de réactions. On marque une pause, un tampon et on part à la découverte d'un pays comme tous les lundis. Aujourd'hui, Patrick a choisi une destination pour nous, une destination qui ne manque pas d'intérêt, Patrick. Oui, bien sûr, une destination peut parler par les Africains eux-mêmes. Il est important quand même d'aller à la découverte de ce beau petit royaume qui se trouve précisément en Afrique australe. Ok, nous sommes en Swaziland. D'accord. Alors, la généralité concernant ce pays, c'est un pays. Oui, la Swaziland est un petit royaume, donc c'est un pays, c'est un État enclavé, le plus petit pays d'Afrique australe, c'est important de préciser ça, le plus petit pays d'Afrique australe limité au nord par l'Afrique du Sud, au sud par l'Afrique du Sud, à l'ouest par l'Afrique du Sud et à l'est par le Mozambique. Attention, vous comprenez. L'Afrique du Sud est présente. Quasiment présente, elle entoure presque ce petit royaume. On dira que c'était une ex-colonie de l'Afrique du Sud, maintenant qui a son indépendance. Et voilà, aujourd'hui, c'est un pays, je dirais un pays voilà, qui vit tranquillement ses traditions et ses cultures. D'accord, on va commencer par quoi? Les villes? On commencera déjà par les généralités sur ce pays-là. Il faut dire que la superficie de la Swaziland, du royaume de la Swaziland s'étend de 17 364 km² pour une population de plus de 1 173 000 habitants. La capitale, c'est Mbabane. Et bien sûr, la monnaie, c'est le lilan génie. La fête nationale est fixée pour le 6 septembre. Donc, elle a déjà été fêtée. Est-ce que vous avez cherché la parité de la monnaie avec le franc CFA? Oh non, je sais qu'on dépasse. Le week-end était chaud. Le week-end était très chaud, en tout cas. Non. Pour un si petit royaume, la Côte d'Ivoire est largement au-dessus. Je veux dire, le franc CFA ivoirien est largement au-dessus de cette monnaie. Attention, l'Afrique du Sud est à côté, hein? Hein? Presque à côté. Peut-être un parrainage monétaire, on ne sait jamais. Presque à côté, pas véritablement. Les populations du Swaziland. Oui, les populations du Swaziland. La population urbaine ne représente que le quart de la population, seulement 23,7% Mohamed, quelque chose qui est très rare.
Parce que jusque-là, les pays étudiés ont été toujours les villes, les capitales de ces différents pays africains ont toujours été les villes les plus habitées. Mais contrairement à ce pays, à ce royaume de la Swaziland, il n'y a pas beaucoup d'habitants dans la capitale, seulement 23,7%. C'est assez rare jusque-là. Nous avons 2 villes importantes seulement du côté de la Swaziland. C'est bien sûr la capitale qui compte seulement que 81 000 habitants et la deuxième ville, c'est Manzini qui compte 120 000 habitants. D'accord. Alors, 2 villes très importantes, oui. Une population quasi rurale. Oui. Les langues sont très importantes et j'imagine que la langue officielle sera une langue locale. Bien sûr. Et c'est ce que j'aime, c'est ce que Seydina aime, c'est ce que M. Chérif, c'est ce que M. Ismaël Diop aime, l'africanisme vraiment développé de ce côté. C'est aussi ça qui nous a poussé à vraiment étudier ce pays. Il faut dire que c'est un pays qui a comme langue officielle le Swazi. Et en deuxième position vient l'anglais. Nous avons d'autres langues importantes comme le Zoulou et le Tsonga qui sont aussi des langues du pays qui sont parlées mais vraiment en minorité. Mais la langue la plus importante là-bas, c'est le Swazi de Swaziland. Voilà. Et avec les langues, il y a des déclinaisons. Bien donc sûr. Les ethnies, bien sûr, il y en a sûr. beaucoup. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Les Swazis, eux, occupent bien sûr majoritairement le temps du territoire avec 84,3%. En deuxième position viennent les Zoulous qui sont quittés un peu d'Afrique du Sud avec un pourcentage de 9,9%. Ensuite viennent les Songas qui occupent 2,5% de la population. Il faut aussi saluer l'hospitalité des Swazilandais qui ont sur leur terre la présence des Pakistanais qui représentent seulement que 0,8% de la population. Ensuite, nous avons les Portugais aussi qui sont présents sur les terres swazilandaises. Ils représentent 0,2% de la population. Très bien, vous êtes sur On Garde le Contact du lundi. Alors, Patrick est en train de nous faire découvrir un pays enclavé du côté de l'Afrique du Sud, Swaziland. Les généralités ont été comprises, une population quasi rurale. Donc, on imagine que l'agriculture joue vraiment un rôle déterminant. On dira qu'eux, au moins, ils ne mourront pas de faim et ils consomment des produits, des cultures importantes. Ce secteur emploie 49% de la population active et représente 12,5% du PIB. C'est très important et c'est à saluer, Mohamed, quand même. Des efforts sont vraiment fournis à ce niveau. Et nous avons comme principale culture le maïs, les agrumes. Nous avons aussi la canne à sucre, qui est vraiment développée de ce côté. Mais les cultures d'exportation de la Swaziland sont le bois et le sucre. D'accord. Voilà. Population rurale, mais éducation, taux très élevé. Très élevé. On va attacher la ceinture. Hein. Oui, plus de 80% des hommes. Oui. Et près de 80% des femmes. Oui. Alphabétisées. Hein. C'est ce qui me surprend. On dit, c'est vrai, plus ce pays est petit, il sera plus facile pour les gouvernants d'instruire la population. Mais il faut reconnaître que le pourcentage est très élevé et très honorable pour l'Afrique. 80% d'hommes, 80% de femmes, quasiment tout le monde est instruit, je dirais presque tout le monde est instruit du côté de la Swaziland et c'est vraiment à saluer pour des populations qui s'adonnent essentiellement à la culture, à l'agriculture je veux dire, c'est vraiment à féliciter. D'accord. Côté culture, il n'y a pas beaucoup à dire. Il n'y a pas beaucoup à dire. Musique et autres. Oui. Il n'y a pas beaucoup à dire. La population est occupée à travailler la terre. Oui. Et là, je vais satisfaire M. Seydina, que je commence à vraiment aimer sur ce plateau. Il faut dire que, oui, franchement, par rapport à… Expliquez-nous. Voilà. Non, aimer vraiment grand frère, voilà. Il faut préciser ça. Ok, nous avons seulement que 2 grandes fêtes. En Swaziland, 2 grandes fêtes seulement. Il n'y a pas de Père Noël, il n'y a pas de fête de fin d'année. Il y a seulement 2 fêtes importantes qui rassemblent tout le pays unanimement. C'est d'abord la fête qui rend honneur au roi de la Swaziland. Cette fête s'appelle l'Umalaya. C'est une fête qui célèbre le roi de Swaziland. Et j'imagine qu'à l'opposé, il y a une fête pour la reine. Pour la reine, tout simplement. 2 fêtes. 2 fêtes seulement dans l'année. D'abord en début d'année pour célébrer le roi. Cette fête s'appelle l'Ikwala, autant pour moi. Et la deuxième fête pour célébrer la reine, c'est bien sûr l'Umalaya. Voici les 2 principales fêtes qui rassemblent tous les Swazilandais. Vous voyez l'Afrique, il n'y en a pas le choix. Une fête pour la reine, une fête pour le roi. Point barre. Point barre. Vous justifiez ça comment? Oui, c'est dans la tradition. Parce que ne voyons pas les choses avec l'esprit occidental, hein, ou les yeux de l'Europe. Alors, quand on voit les choses avec les yeux de l'Europe, forcément, on va porter un jugement négatif là-dessus. Voilà, donc, c'est leur tradition et c'est tout à fait normal. Et puis, ce que je voulais ajouter, si vous avez remarqué, partout en Afrique où il y a un taux d'alphabétisation aussi fort que ce qu'il y a ici, c'est que la langue locale est la première langue là-bas.
Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que directement, le petit, en quittant chez lui à la maison, directement, il peut être alphabétisé facilement. Alors, chez nous, ici, moi, je suis petit Baolo, il doit aller peut-être apprendre l'anglais tout de suite pour être au CP1 ou bien le français au CP2. Vous allez voir que ça va devenir très compliqué. Ismaël, c'est pas un échappatoire à ça? Est-ce que c'est un problème? Moi, je pense que souvent aussi, il faut pas prendre un modèle pour le rendre général. Ça peut être quand même un peu abusé. Je mets en guillemets, hein, je dis ça, mais ce n'est pas comme ça tous les rois se comportent ou bien tous les autres royaumes se comportent. Moi, personnellement, je n'aime pas trop cette vision-là, qu'il y ait une fête pour le roi et pour la reine, mais ça n'engage que, et ça ne peut pas se décliner sur toute l'Afrique, quoi. Donc, il faut faire beaucoup attention. C'est la tradition, c'est tout à fait normal. On a vu ici en Angleterre où le bébé du prince est vous voyez, non? Mais là, on peut dire que c'est de l'exagération. Mais c'est normal chez eux, c'est leur tradition. Ok, merci beaucoup. On termine avec Swaziland. On va terminer avec la Swaziland. Alors, je vais demander à Fatou de zoomer sur mon écran pour vous montrer la façon dont les Swazilandais aiment s'habiller. C'est traditionnel, on a parlé des tenues africaines. Voici un peu un exemple palpable de nos chers Swazilandais. Regardez un peu leur façon de s'habiller. C'est prioritairement voilà, leur manière de s'habiller. Je pense que ce sont des choses à encourager, à valoriser sincèrement du côté de la Swaziland. On parlait du fait que les Africains n'aiment pas suffisamment valoriser leur tenue, alors qu'en Swaziland, la majorité de la population s'habille swazilandais. Merci beaucoup, Patrick Ndiaka. Madame, Messieurs, c'était notre première rubrique baptisée Découverte. Nous étions en Swaziland avec Patrick Ndiaka. Vous l'avez remarqué, hein, un petit pays, superficie 17 364 km², population estimée à plus de 1 million d'habitants. La capitale est Mbabane et la monnaie est le Lilamgeni. Hein, Lilamgeni, voilà. Ouais, c'est ça. Et la fête nationale le 6 septembre de chaque année. Voilà, Madame, Messieurs, on revient tout de suite, tout en vous rappelant que les débats seront ouverts dans moins de temps. Mais avant cela, une petite variété de Swaziland ferait du bien. Oui. C'est très proche du Zoulou et aussi des cultures sud-africaines. Voilà, à tout de suite. Voilà, nous étions en Swaziland. Vous avez remarqué que ça a beaucoup de similitudes avec la culture sud-africaine. L'Afrique du Sud occupant tout un vaste territoire autour de ce royaume. Deux fêtes, hein. Patrick l'a fait remarquer, la fête dédiée au roi et la fête dédiée à la reine. Et les Lumbala. D'accord, voilà. Les noms sont précisés par Patrick Ndiaka. Les Jeux de la francophonie ont lieu et je pense qu'un Ivoirien s'en est sorti avec une médaille particulière. C'est que cet Ivoirien a utilisé les résidus du café, du cacao pour en faire de l'engrais. Et je pense que ça va dans le sens de ce que l'on souhaite. On va vous repasser cet élément qui a été réalisé par l'équipe du journal de RTI2 et on vient en commentaire tout de suite. Qui a convaincu le jury du concours de création écologique. Le vermicompost de la Côte d'Ivoire, c'est de l'engrais obtenu à partir d'un mélange du coq de cacao et des vers de terre. Une recherche scientifique qui a attiré l'attention des jurys et qui a donné l'or à la Côte d'Ivoire. Je suis tellement émue, les mots me manquent. Et vraiment, merci, merci, merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Et je sais qu'avec ce vermicompost de coque de cacao, on va booster vraiment beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Le vermicompost, une trouvaille ivoirienne qui a désormais besoin d'être soutenue. Le jury de 7e jeu de la francophonie au niveau écologique a trouvé que ce projet est un projet important. Il appartient maintenant à la Côte d'Ivoire, à l'État, au gouvernement, mais également aux bailleurs,
aux opérateurs économiques d'utiliser ce produit biologique naturel. C'est important qu'à partir de maintenant, que l'État ivoirien vraiment s'implique sérieusement au niveau donc, de ces jeunes-là et apporte un encadrement sérieux. Et je pense que nous allons pouvoir arriver à faire quelque chose. Donc il faut pouvoir apporter des solutions rapides pour accompagner ces jeunes-là. Je pense que le président comprend bien cela et maintenant il faut que ce soit réellement accompagné. Le vermicompost, une trouvaille qui viendra soulager le monde agricole. Seydina, c'était un appel lancé depuis ce plateau, hein, mais ça commence à faire des effets. Le café ne servira pas seulement à faire du chocolat, hein, à faire de l'engrais désormais. Finalement, ce n'est pas mauvais d'avoir ces cultures d'exportation avec nous. C'est ce que je suis très fier parce que quand je voyais ça la dernière fois dans le journal, parce que vous voyez, le sous-développement de l'Afrique, il y a une très grande responsabilité de nos diplômés là-dedans. Je pense que si nos produits qui sont là, comme le café, le cacao, si on peut d'une manière ou d'une autre faire de telle sorte que ces produits puissent rentrer dans nos mœurs, ça va nous permettre quand même de bien développer. Vous voyez, le monsieur vient tout à l'heure de démontrer qu'à partir des coques, voilà, que les agriculteurs peuvent avoir besoin de ça. Alors, donc, le cacao, on ne doit pas mettre dans l'esprit que le cacao doit être exporté pour venir ici comme chocolat ou bien comme du café pour boire. Il faut que les diplômés, c'est notre bien. Il faut que les diplômés réfléchissent là-dessus pour que ça puisse être exploité. Parce que si on peut faire 1000 produits avec le café et le cacao, vous allez voir qu'il y aura même moins d'exportation d'ailleurs. Est-ce que la préférence aux produits venus de l'étranger ne va pas fatiguer cette affaire? Parce qu'à côté de ça, vous avez l'urée, l'engrais qui est emballé et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un clash à l'horizon aussi? Je ne pense pas s'il est bien encadré et que s'il y a une politique. Parce qu'il faut savoir qu'en termes de produits agricoles, il y a un grand marché africain. Et il ne faut pas se contenter de vendre ce produit-là au pays où c'est fabriqué, mais à d'autres pays africains qui en auront besoin. Donc déjà, il faut voir comment est-ce qu'on va transformer ça en grande échelle et faire beaucoup de communication autour et pour pouvoir proposer ça déjà à nos cultivateurs. Et c'est dans la logique des nouvelles donnes de protection de la nature. C'est moins chimique par rapport aux engrais qui nous viennent de l'extérieur. On part d'un plan naturel pour créer de l'engrais. Et c'est moins toxique, je pense. C'est écologique. Ouais. Agréablement surpris, Ali Defila? Oui, très surpris, parce que pour moi, c'est pratiquement intéressant de voir que l'Afrique est en train de se réveiller, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile pour les mêmes moyens qu'on a ici de pouvoir réaliser tel genre de projet. Donc je pense que c'est un message pour l'Afrique et de prendre le destin en main et puis avancer. Merci beaucoup. Fatou Koulibaly est à la réalisation de ce magazine. Madame, Messieurs, c'était la première grande partie du magazine. L'autre partie vous concerne bien entendu vos messages sur Facebook et aussi vos appels téléphoniques au 22 40 12 54. Nous intéresserons pour avoir votre opinion sur le sujet du jour. C'est un sujet soulevé par une interview donnée par Philippe